Bonjour, bienvenue à notre quatrième webinaire Regard international. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Sanchez, le président du MEDEF International. L'entretien sera co-animé par Renaud Benteja, président de CCI France International, et Jean-Christophe Durand, le président de la CCI France Bahreïn. Pour la fin du webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module Q&R. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Anicia, merci et bonjour à tous. Très heureux d'animer aujourd'hui ce quatrième séminaire avec notre président de la Chambre de commerce française à Bahreïn, Jean-Christophe Durand, et très heureux également d'accueillir un grand patron français, Frédéric Sanchez, qui, outre la présidence de MEDEF International, est bien connu pour avoir redressé d'une façon spectaculaire l'entreprise FIV. Mais je vais laisser à Jean-Christophe le soin de présenter notre hôte de ce jour. Merci Renaud. Merci tout d'abord de m'inviter en tant que président de la Chambre de commerce française à Bahreïn. Je pense que c'est une première et les gens se demandent peut-être pourquoi. Je crois que la Chambre de commerce française à Bahreïn et d'industrie française à Bahreïn a un client particulier, une relation particulière avec Frédéric Sanchez. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est effectivement un webinaire qui est co-organisé, si je puis dire. Je dirais la relation entre la Chambre et le MEDEFI, la Chambre de commerce de Bahreïn et le MEDEFI, est maintenant installée, est en place depuis 2 ans. Et nous travaillons beaucoup avec FIV sur des sujets qui concernent Bahreïn. Donc, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Et je sais la présence également de notre ambassadeur français à Bahreïn, Jérôme Cochard, son excellent Jérôme Cochard. Alors, Frédéric a effectivement 2 casquettes. Je vais commencer par celle de FIV, c'est celle que je connais le mieux, puisque c'est sur celle sur laquelle nous agissons ensemble. FIV, Frédéric est président du groupe FIV depuis un certain nombre d'années. Il a fait une grande partie de sa carrière chez FIV et comme vous l'avez remarqué, Renaud, il a complètement restructuré et développé FIV, qui en fait aujourd'hui un acteur principal dans la région du Golfe et dans le reste du monde. Dans la région du Golfe, on voit FIV dans tous les grands projets industriels, aluminium et métaux. Et quand on regarde au niveau global, une grande partie du chiffre d'affaires de FIV est effectuée à l'étranger, dans toutes les parties du monde, les marchés émergents, les grands pays comme les États-Unis et l'Europe. Et donc aujourd'hui, cette société est extrêmement bien placée pour nous parler de l'impact de la crise et la vision de post-crise. Et alors évidemment, depuis maintenant 4 ans, Frédéric est président du MEDEFI. Et c'est un président qui est très actif puisqu'il court à travers le monde pour voir ses filiales, pour suivre des grands projets, pour négocier avec des dirigeants. Et je dirais qu'il sera à la fois bien placé pour parler de sa société et pour parler de toutes les sociétés françaises qui aujourd'hui souffrent dans le contexte que nous connaissons. Donc Frédéric, ma première question, c'est les conséquences de la crise pour les grands groupes français qui travaillent à l'international. Ils travaillent beaucoup à l'international. Et il y a des phénomènes qui sont des conséquences de la crise, comme le financement des banques, comme la concurrence. Quelle est ta première évaluation des conséquences sur les grandes sociétés françaises qui travaillent beaucoup à l'étranger? Alors Jean-Christophe, je dirais que au fond, les grandes sociétés françaises sont peut-être moins affectées que le tissu des PME et ETI pour une raison simple, c'est que plus tu es présent dans un grand nombre de géographies et moins tu as souffert de cette crise. Et FIV est un exemple par la diversité de ses métiers et des géographies dans lesquelles elle est. D'abord parce que finalement la crise sanitaire, elle a évolué de façon séquentielle. Elle a d'abord touché la Chine. Ce faisant, les grands groupes ont appris de la Chine, ce qu'il fallait faire, pas faire, comment réagir. Et donc, lorsque la crise sanitaire est arrivée en Italie et en France, même si on a peut-être tardé à réagir, notamment du point de vue de la fermeture de nos frontières, mais nous savions comment faire. Nous nous étions organisés parce que nous avions appris à agir en Chine. Nous avions des masques. On en a donné, comme beaucoup de grands groupes français, à la collectivité. Moi, FIV a été un gros donateur de masques, notamment pour
les hôpitaux du Val-de-Marne. J'habite dans le Val-de-Marne et ils étaient totalement démunis. Et donc, une partie des masques que nous avions à disposition, on les leur a donnés. Mais ça a été vrai de beaucoup de grandes entreprises et qui ensuite se sont réapprovisionnées via leurs filiales chinoises pour pouvoir faire face à leurs propres besoins. Donc, la Chine, alors je dirais que dans les secteurs du B2B, et on voit un Schneider qui annonce des résultats plutôt probants, dans le secteur du B2B, la Chine, au fond, elle s'est arrêtée à un moment où, de toute manière, les commandes, elle ne passe pas de commandes. Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée par la crise juste avant le nouvel an chinois. Et ensuite, de toute façon, dans le B2B, encore une fois, les vacances chinoises du nouvel an, c'est 2 semaines. Et quand tu reprends, ben, c'est comme si tu commençais zéro ton nouvelle année. Et c'est pas là que tu te mets à investir. Et donc, pour nous, l'impact chinois a été quasiment nul. Quasiment nul. Et comme par ailleurs, nous sommes très bien implantés au Japon et en Corée, et que ces 2 pays ont su gérer sans confiner leur développement. Bon, certes, même si le Japon est rentré en récession, la décroissance du Japon au premier trimestre a été finalement modeste. Quand on voit l'impact de la crise, le Japon a peu souffert et au fond, on peut se demander si ce n'est pas plutôt la TVA au Japon qui est à l'origine du ralentissement économique, puisqu'ils ont augmenté leur taux de TVA, plutôt que la crise sanitaire elle-même. Aujourd'hui, le Japon est indirectement affecté par ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. Bon. Ensuite, c'est arrivé en Europe. Alors, en Europe, je dirais que là, nous avons été frappés, et notamment tous les pays, toutes les boîtes qui sont très implantées en France et en Italie, principalement, puisque ces pays se sont complètement confinés et ont arrêté. Et puis, bien sûr, on est affecté dans certains secteurs. L'aéronautique, je pense que malheureusement, la crise va être durable. Et cette crise, elle va se prolonger au-delà de 3-4 ans. Donc, il va falloir voir comment on fait pour garder les compétences tout en réduisant nos coûts. Et un des dispositifs que met en place le gouvernement, qui est ce qu'il appelle une activité partielle de longue durée, ou ARM au départ, ben, c'est sans doute une réponse qui permettra d'éviter des licenciements massifs, mais qui ne pourra pas éviter des licenciements. C'est des licenciements massifs. Mais il faudra s'ajuster, baisser nos coûts dans ces secteurs d'activité. L'automobile en a été aussi affecté. FIV a été affecté, mais tous les grands constructeurs automobiles l'ont été. Le marché rebondit grâce au plan de soutien. On a vu en France que, par exemple, les 200 000 bonus, la prime qui devait être accordée jusqu'à la fin de l'année, ont d'ores et déjà été utilisés. Donc, le gouvernement réfléchit à remettre des primes pour acheter notamment des véhicules propres, électriques et autres. Mais moi, je suis beaucoup moins inquiet de l'automobile parce que c'est un secteur cyclique, que le ralentissement de l'industrie automobile était préalable au ralentissement à la crise sanitaire. Le marché chinois s'est effondré en 2019 et avait déjà commencé à ralentir au dernier trimestre. Et il rebondira parce qu'on est dans des marchés cycliques et que quand on voit l'âge moyen du parc automobile français, par exemple, de 10 ans, dans 2 ans, il aura 12 ans. Donc, le marché repartira pour remplacer ce parc. Alors, on le remplacera de façon différente. Et donc, pour répondre à ta question, les grands groupes sont moins affectés parce que diversifiés, parce que servant plusieurs géographies, plusieurs métiers. Et nous, par exemple, on est très touchés dans l'aéronautique, mais on bénéficie de l'explosion du boom de l'e-commerce. Et j'en viens en répondant à ta question à peut-être essayer de faire un peu l'hélicoptère et de se poser la question de savoir quelles étaient les grandes transformations à l'œuvre pré-Covid, qui demeurent post-Covid et qui se sont même accélérées avec le Covid et qui permettent de mieux comprendre quels peuvent être les gagnants de demain et puis ceux pour lesquels il va falloir accélérer les transformations s'ils veulent s'en sortir. Bon. Pour moi, les grandes tendances, elles sont simples à identifier. La première des tendances, c'est la tendance démographique. Le monde riche vieillit. Et les pays émergents, eux, continuent, par le dynamisme de leur démographie, à générer des besoins et que ces besoins, il faudra bien les satisfaire. Alors, on verra que la crise a un autre effet, un contrepartie, qui est la croissance de l'endettement et la sortie massive de capitaux. Et donc, comment va-t-on financer ces besoins? Mais en tout état de cause, on est bien confronté là à des bouleversements dont il va falloir tenir compte. Alors, ces bouleversements, ils vont avoir des impacts, et on le voit déjà en Allemagne, sur les habitudes de consommation. Ils vont avoir des impacts sur toutes les industries qui vont prendre en charge la dépendance.
Ils vont avoir des impacts, donc les industries de la santé, tout ce qui est les services, les EHPAD. Et là, bien évidemment, c'est dans les pays riches que le développement sera le plus important. Hein, c'est dans ces pays riches, et donc on ne va pas aller chercher la croissance ailleurs qu'en France. Il va falloir essayer ou pour une entreprise française ou aux États-Unis, ou alors, mais pas en exportant, en s'implantant. Donc, et là, et à l'inverse, on va avoir dans les pays émergents une croissance significative de la population et donc des besoins. À l'horizon 2030, c'est demain, c'est dans 10 ans, la population dans le monde va augmenter d'1 milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard. Et où principalement? En Asie de l'Est, en Inde et surtout en Afrique. Donc là, pour nos entreprises, il y a un potentiel à aller chercher. Alors encore une fois, avec des besoins de consommation qui ne sont pas exactement les mêmes que dans les pays qui vieilliront. Une dernière remarque, en 2030, dans les pays développés, le tiers des personnes sera âgées de plus de 60 ans. C'est vous dire à quel point, pour ces secteurs-là, le potentiel est gigantesque, dès lors que l'on arrive à, bien évidemment, trouver les solutions de financement de la dépendance. Et je vois un autre secteur qui peut être gagnant dans ce méga trend, c'est les assurances. Parce qu'il est clair que nos systèmes de financement de la retraite et puis derrière de la dépendance ne pourront pas, systèmes publics ne suffiront pas, qu'il va falloir qu'émergent des solutions privées, quoi qu'on en dise, y compris dans un pays comme la France, qui est très attaché à son système de protection sociale. Et je ne dis pas qu'il faut le remettre en cause, mais il va falloir y ajouter une couche de capitalisation et les assurances et les assureurs auront un rôle à jouer dans ce domaine. Le deuxième trend important pour moi, c'est le changement climatique. Et la nécessité qu'on a tous, et là encore, c'est une évolution qui est pré-Covid, cette tendance, cette prise en compte de l'obligation progressivement d'accompagner la transformation industrielle en réduisant son empreinte environnementale, hein, et en faisant en sorte que notre industrie soit moins carbonée. Alors, bien sûr, on le voit dans les transports. Vous avez vu que dans le plan de soutien à l'industrie aéronautique, il y a toute une partie des financements qui vont être affectés au développement d'un avion décarboné, électrique. Mais on parle de la voiture électrique ou de la voiture hybride. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si ces voitures, le bilan carbone d'une voiture électrique, ça va dépendre des pays, de la manière dont on produit l'électricité, est plus ou moins performant versus le pétrole versus le pétrole. En fait, tout ça va dépendre de la manière dont on produit l'électricité. Si l'électricité est décarbonée, eh ben, par définition, la voiture électrique sera moins émettrice de CO2, même si on sait qu'on ne sait pas encore comment recycler les batteries, même si on sait que les terres rares que la Chine produit à 80% dans le monde aujourd'hui sont difficiles à extraire, etc., etc. Mais bon, on aura un bilan carbone positif de la voiture électrique si on produit l'électricité décarbonée, et le nucléaire étant d'ailleurs une solution en France. On voit que CMA-CGM est en train de lancer des navires qui ne vont plus consommer du pétrole pour se mouvoir. Bon, l'agriculture, l'agroalimentaire, une agriculture plus proche de chez nous, l'agroalimentaire, des matériaux de construction innovants, on voit émerger des bâtiments. Il y a une boîte qui s'appelle Woodeum qui est en train de se développer en faisant des bâtiments, y compris des immeubles en bois. Bon, et ça, ce changement climatique, donc on voit quels seront les secteurs gagnants s'ils embarquent, hein, l'agroalimentaire, dès lors qu'elle deviendra durable, les matériaux de construction, dès lors qu'on est capable d'innover, les transports, dès lors qu'on s'engage dans cette voie de transport moins impactant CO2. Et on voit que, par ailleurs, ce changement climatique a un autre impact indirect sur le développement international des entreprises, c'est la remise en cause des chaînes d'approvisionnement. On va aller, et ça pareil, pour FIV par exemple, ça fait des années qu'on s'est engagé dans une plus grande régionalisation de nos activités. Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis, Asie, Chine, Asie, Inde, Asie, ASEAN. Moyen-Orient, et on a fait de Bahreïn le hub de nos activités au Moyen-Orient. Et on est en train de créer pas mal d'emplois, plus d'une centaine d'emplois au Bahreïn, et on va continuer. On a des bases, bien sûr, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi, mais c'est au Bahreïn qu'on a décidé de s'installer, de se développer. Pourquoi? Parce qu'on raisonne Golfe, pays du Golfe, comme on raisonne Chine, comme on raisonne ASEAN, et on raisonne Europe. Et bien ça, pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que les besoins de ces marchés n'étaient pas exactement les mêmes et que nos produits devaient être adaptés, et que ce faisant, il valait mieux s'implanter qu'exporter
en faisant de l'ingénierie, en réingénierant nos produits, mais deuxièmement, on l'a fait aussi pour simplifier nos chaînes d'approvisionnement, les simplifier et, ce faisant, réduire nos impacts environnementaux et finalement gagner de l'argent. C'est-à-dire que le paradoxe est qu'en réduisant ces flux, on gagne, même si c'est plus cher d'acheter plus proche de chez nous, mais que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Afrique du Nord, on peut acheter à des conditions de prix qui ne sont pas aussi éloignées que ça de la Chine, et surtout que les coûts salariaux en Chine ont augmenté. La troisième rupture majeure, et là aussi, elle s'est accélérée, ce sont les ruptures technologiques et notamment celles liées à l'automatisation, à la digitalisation. Bon là, on a vu combien les entreprises qui étaient préparées ont pu très rapidement s'organiser pour travailler sur Teams et pour faire du télétravail chaque fois que c'était possible. Alors bien sûr, on ne fera pas de télétravail dans les usines. Bien sûr, ça nous impose de réfléchir à la manière d'organiser notre travail, notamment là où il y a des sites de production pour ne pas opposer les cols blancs et les cols bleus. Et ce qui veut dire qu'il faudra du présentiel, y compris dans les bureaux d'ingénierie, d'études et ou administratifs. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi davantage travailler à partir de la maison, avec d'ailleurs, sur la base de critères, un nombre de plans sortis, etc. Un constat, c'est que pendant le confinement, la productivité de nos bureaux d'études, c'est un paradoxe que je dise ça, mais elle s'est améliorée. On s'attendait à ce qu'elle se dégrade, elle s'est améliorée. Alors, pourquoi? Sans doute parce que, alors là où, bien sûr, nous avions de la charge, là où nous n'avions pas de travail, notamment dans l'aéronautique, eh ben, on a mis nos bureaux d'études en chômage partiel. Mais là où l'on avait de la charge, dans certaines activités qui étaient bien orientées, notamment l'intralogistique, encore une fois, la productivité, elle a augmenté. Elle s'est un peu dégradée en sortie de confinement, mais c'est assez normal après 3 mois ou 2 mois et demi à 3 mois de période compliquée, difficile à vivre, un peu stressante. Et puis, donc, il y a eu une libération, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est à peu près à 80% de retour dans nos bureaux. Ici, au siège, c'est 70-80% et qu'on fonctionne mieux et bien. Donc, ces ruptures, hein, cette industrialisation et l'automatisation, mais plus que l'automatisation, c'est au-delà de l'automatisation, c'est la capacité à s'autonomiser. On va aller de l'automation à l'autonomisation de nos cycles de production avec le développement du lien, avec le lien hard, mécanique et soft, développement des logiciels qui permettront de piloter une ligne de production. Et on est en train de tester d'ailleurs un de nos logiciels à Bahreïn, à Alba, pour s'assurer qu'on puisse piloter une ligne presque de la maison. Bon, cette automatisation, elle permettra d'être moins exposé à des crises du type de la crise sanitaire ou de crise climatique majeure. Et le dernier trend, parce qu'on ne peut pas l'oublier, parce qu'il va aussi avoir un impact sur la manière dont on va approcher le monde demain, c'est le déplacement du pouvoir économique vers l'Asie, la montée en puissance de la Chine, l'opposition frontale entre la Chine et les États-Unis, alors qui ont pris diverses formes. Hein. D'abord l'augmentation des droits de douane, mais surtout une protection plus indirecte, hein, avec des barrières non tarifaires de plus en plus importantes, et qui d'ailleurs soulève un problème quand nous sommes Européens. Parce que l'Europe aujourd'hui est au milieu du gué. Elle est presque un objet, elle n'est plus un sujet de cette opposition Chine-États-Unis. Et quand je dis elle est un objet, c'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte qu'elle va être mise sous la pression. On voit par exemple toutes les difficultés qu'on a à définir une stratégie dans le domaine de la 5G, qui est pourtant vitale pour la transformation numérique de nos entreprises. Hein. Parce que si la 4G permet la communication et le transfert de la voix, la 5G, elle permettra d'aller beaucoup plus loin et de traiter des masses de données massives. Donc, elle est vitale pour la réussite de l'industrie 4.0. Or, la 5G, on n'est pas loin de devoir faire des choix. Sous la pression à la fois des Chinois qui veulent imposer Huawei, et quand ils veulent l'imposer, c'est parce que Huawei est en avance technologiquement, donc naturellement, on pourrait penser qu'il faudrait travailler avec Huawei. Mais compte tenu
à la fois des risques de sécurité. On a vu la position ambiguë prise par l'ANSSI en France, mais enfin, qui est moins ambiguë que ça, qui dit de toute façon sur certains de nos infrastructures stratégiques, Huawei ne pourra pas fournir. Et par ailleurs, donc, les États-Unis qui poussent les Européens donc, à bannir Huawei, c'est compliqué. Et l'Europe va être de plus en plus obligée de prendre position. Jusqu'alors, on pouvait travailler avec les Américains et les Chinois, mais je crains que n'arrive le moment où il faille qu'on se positionne. Et on sait combien les uns et les autres ont des armes. Les Chinois, l'accès à leur marché, les Américains, l'extraterritorialité de leurs textes. Et face à ça, l'Europe me semble aujourd'hui faible. Alors, la nouvelle commission, avec un Thierry Breton, me semble, elle, prête à essayer d'imaginer une réponse. Mais encore faut-il qu'on s'en donne les moyens politiques. Et quand on voit les difficultés qu'on a encore à raisonner européen, c'est compliqué. Voilà. Bon. Donc, mais ce déplacement du pouvoir économique, il accélère à la fois la simplification des chaînes d'approvisionnement, pour moi, et l'obligation de se régionaliser. Pourquoi? Parce que en fait, dans le domaine notamment de télécommunications et de l'Internet, on va avoir un monde dual. Alors que tout le travail qui était depuis des années, qu'on essayait de faire dans les organisations internationales, au B20, au G20, c'était de faire converger les standards. Eh bien, il est probable que compte tenu de cette crise et de cette opposition majeure, commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine, on voit réapparaître un monde dual avec une double norme, avec des normes qui ne convergent pas entre la Chine et les pays d'influence de la Chine, et peut-être l'ASEAN. Il va falloir suivre ça de près. Et par ailleurs, le monde occidental. Et avec, bien sûr, ce faisant, une difficulté, parce que pour financer le développement de solutions qui adoptent deux standards, ben ça coûte plus cher. Donc les PME et les ETI, les PME surtout, mais les ETI sans doute, et elles vont être affaiblies du fait des coûts qu'il va falloir mettre sur la table pour pouvoir adapter les solutions à des standards différents. Bon, voilà, ces quatre mégatrends, il y en a sans doute d'autres, mais pour moi sont fondamentaux parce que ils n'ont fait qu'être renforcés par l'accélération, par la crise sanitaire. Et ils nous ont fait prendre conscience d'ailleurs qu'ils étaient à la fois une réponse et une menace. Et qu'il fallait à tout prix, soit que pour ceux qui s'étaient déjà engagés dans ce mouvement de régionalisation, de la mondialisation, qui deviendra régional et multilocal, soit il faut encore accélérer ce mouvement, soit pour ceux qui ne s'y sont pas engagés, il est vraiment temps d'accélérer. D'accélérer, ce qui veut peut-être dire aussi de faire des choix. Il ne faut pas aller partout. Quand on est une PME unité, il faut faire des choix et que peut-être les bons choix, ce sont justement la proximité, l'Europe. Hein, d'abord, essayer, car l'Europe va elle aussi devoir se protéger, hein, comme le fera la Chine, et on voit d'ailleurs de plus en plus des mesures protectionnistes. Bon. Et donc, ces quatre grands méga-trends à l'œuvre, ils s'accélèrent et ils vont devoir, et ils ne peuvent pas ne pas avoir d'impact sur la stratégie de chacune des entreprises. Alors, si je réponds maintenant à ta question du monde là dans lequel on est, je m'excuse d'avoir fait ce détour, mais c'est important pour moi parce que ça, on voit bien, si je suis un investisseur financier, ce que je ne suis pas, je vois à peu près dans quel secteur je vais investir. Regardez, je fais une parenthèse, mais les GAFAM, qui représentent 50% de la capitalisation du Nasdaq, 50%, qui représentent une capitalisation boursière, les 5 GAFAM, de 6 000 milliards de dollars, avec une capitalisation de Apple qui est de 1 600 milliards de dollars aujourd'hui. La capitalisation de Apple, si je change le dollar et l'euro, ça correspond à la capitalisation du CAC 40. CAC 40 aujourd'hui capitalise 1 600 milliards d'euros. Apple tout seul capitalise 1 600 milliards de dollars. Donc, on voit quels sont les secteurs gagnants et on voit aussi dans les géographies quelle est la stratégie à adopter. Alors, le monde post-Covid, et là, on y est en plein dedans. C'est un monde, alors sur le plan économique, c'est un monde qui va connaître la pire des récessions depuis 1945. La pire des récessions depuis 1945. Bon, selon la dernière étude de la Banque mondiale, l'économie mondiale devrait reculer de 2,5%. Ce n'est jamais arrivé depuis 1945. On a toujours eu une croissance positive. Là, le monde
entier décroît. Il décroît dans les pays riches, mais on a aussi une forte décroissance dans les pays émergents. Et je signale que ces moins de 5, ils intègrent ou ils font l'hypothèse d'une croissance en Chine de 1%, chiffre très en retrait par rapport au taux de croissance de 6% que visait le gouvernement chinois et les autorités chinoises, mais qui me semble peut-être encore élevé. On n'en sait rien, mais on voit une reprise forte en Chine. Elle a été forte en mars, plus faible en avril. Elle est repartie en mai, juin, mais ce n'est pas une euphorie. On voit combien la Chine a du mal à retrouver le rythme et la dynamique de croissance qui était la sienne pré-Covid. Et donc, est-ce que la Chine croîtra à 1%, ce qui amènera le PIB global moyen mondial, la Chine étant la deuxième puissance économique, à ne décroître que de 2,5%? C'est une question. On voit aussi que les revenus par habitant vont décroître encore plus fortement que la décroissance du monde. La Banque mondiale estime qu'ils décroîtront de 3,6%. Donc 2,5% de décroissance du PIB, 3,6% pour les revenus par habitant. Une remarque dans cette décroissance des revenus par habitant qui détermineront le niveau de consommation de demain. L'Amérique latine va subir la récession la plus forte avec un 7,2%. Donc voilà une zone géographique qui est fortement affectée par la crise du Covid et qui est la plus touchée, et des pays émergents et de très loin, et avec moins 7,2 et un effondrement des revenus par habitant, il va falloir des années pour que l'Amérique latine se sorte de cette situation. Et elle ne s'en sortira que si elle est aidée par les organisations internationales, le FMI et autres. Je ne vois pas comment elle va pouvoir résoudre cette crise sans aide extérieure. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est moins 4,2%. L'Afrique subsaharienne, moins 2,8%. Donc, alors, on voit bien pourquoi ces pays sont touchés, parce qu'ils sont principalement producteurs de matières premières. C'est vrai au Brésil, c'est vrai pour le Moyen-Orient, et que les matières premières, le prix des matières premières s'est effondré, et il s'est effondré sous l'effet de la baisse de la consommation dans les pays développés. Même si d'ailleurs, il y a une étude récente du Cyclope de l'Université de Dauphine, là, de Chalmin, qui montre qu'en fait, il faut être plus prudent quand on dit que le prix des matières premières s'est effondré. Il s'est effondré sur les 4 premiers mois de l'année 2020 de 42%. Mais si on retraite ce chiffre de la baisse du prix du pétrole et de la baisse du prix des diamants, alors la baisse moyenne du prix des matières premières n'est que de 10%. Donc, ce n'est pas un choc dans le domaine des matières premières hors pétrole et gaz. Ce n'est pas un choc supérieur, il est même plus faible que le choc qu'a connu ce secteur en 2008-2009. C'est un monde dans lequel les investissements directs à l'étranger s'effondrent. Ils étaient de 1 700 milliards de dollars. Ça, c'est une étude là aussi récente de l'ONU, enfin de la CNUSED plus précisément. Ils étaient de 1 700 milliards de dollars, les IDE, dans le monde en 2017. Ils sont aujourd'hui, on estime aujourd'hui qu'ils seront entre 950 et 1000 milliards. Sur la tendance, et bien sûr la tendance des 6 premiers mois est plus faible que cela, et il devra encore baisser de 10% selon la CNUSED et selon le FMI, de 10% en 2021 pour revenir à 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, c'est la moitié donc de ce que étaient les investissements à l'étranger. Alors c'est à la fois la crise, le ralentissement très fort et la récession qui expliquent, mais ce sont aussi tous les autres trends dont je parlais, notamment les tensions commerciales et le risque qu'il y a à investir à l'étranger. Le recul des IDE, il touchera d'abord les pays en développement et qui dépendent surtout des investissements dans les chaînes de valeur internationales et des industries extractives, mais il concerne aussi les pays riches. C'est un monde dans lequel la croissance potentielle des pays émergents, détériorée, va souffrir de la récession dans le Nord, du recul des matières premières, du tarissement des versements par les travailleurs immigrés, de la baisse des IDE, du rapatriement dans les pays du Nord d'une partie des chaînes de valeur, c'est au moins l'intention affichée par les gouvernements, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine agricole, y compris dans le secteur automobile. C'est un monde qui sortira de cette crise avec un surendettement gigantesque, et public et privé,
public, c'est les efforts qu'ont consentis les États. Et là, on peut d'ailleurs, là aussi, opposer les pays riches qui ont mis des centaines de milliards ou même plus au travail, 1000 milliards de dollars aux États-Unis, et les pays riches et les pays en voie de développement et ou émergents qui eux, ont plus de difficultés à mobiliser autant de ressources et qui ont été victimes de sorties massives de capitaux. Donc, un endettement massif du secteur public. En France, 120% du PIB. En France, on est aujourd'hui à 120% du PIB. Donc, il va falloir un jour la rembourser, cette dette, même si il va falloir la rembourser. On peut imaginer comment. La croissance ne revenant pas très vite. Vous savez, on estime en France qu'il faudra qu'on reviendra à notre niveau de PIB pré-Covid en 2023-2024. Aux États-Unis, ils estiment fin 2022, début 2023. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on n'aura même pas les moyens de rembourser cette dette et elle va sans doute continuer de croître, indépendamment de tout retour de crise. Donc, voilà, une pression très forte sur les pays développés et a fortiori les pays riches et a fortiori sur ceux qui sont rentrés dans la crise en n'étant pas exemplaires en termes de gestion des finances publiques. Mais c'est aussi la croissance de la dette des entreprises. Alors, je donne l'exemple de FIV. Nous avons eu recours au PG. On a eu recours dans certains secteurs au chômage partiel, parce qu'il y avait des secteurs, notamment ceux de l'aéronautique, où nous n'avions rien à faire. Et dans l'automobile, quand les usines s'arrêtent, une partie de nos effectifs, et de nos prestations ont dû s'arrêter. Mais il y a d'autres. Mais il y a des secteurs où, comme je le disais, ça continue à se développer avec des besoins de financement et des BFR. Et nous, on a recouru donc au chômage partiel et on a fait appel aux prêts garantis par l'État. Et là, je vais faire 2 remarques. Le prêt garanti par l'État, ça a été une solution fantastique. Fantastique. Et je remercie l'État d'avoir eu cette idée, mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Tous les grands pays l'ont mis en œuvre. Mais je dirais que la diligence et la vitesse, même si on s'est tous plaints, nous on a mis 3 mois pour le mettre en place, mais c'était fantastique. On a quand même levé 200 millions d'euros. Et pourquoi on a levé 200 millions d'euros? Nous n'avions pas besoin de cash là, car on est rentré dans la crise avec un bon carnet et finalement, sur le 2e trimestre, on va dégager un EBITDA à l'équilibre. C'est pas brillant, mais c'est pas catastrophique. Mais parce que je pense, moi, que 2021 va être très dur pour FIV, car le principal driver de FIV, c'est l'investissement de nos clients. Et je pense que l'une des premières variables d'ajustement en période de crise de nos clients, a fortiori surendettés, ça va être de réduire significativement leurs investissements. Sauf dans un secteur ou 2 secteurs, l'automatisation. Ça, on a un vrai savoir-faire et donc j'espère on tirera notre épingle du jeu dans ce domaine. Et puis bien sûr, le développement du e-commerce et du retail, où là, ça va continuer à croître. Mais nos secteurs historiques, eux, vont énormément souffrir et ils vont être pénalisés par la baisse des investissements de nos clients. Et donc, je pense que nous aurons besoin de ces 200 millions l'an prochain. Alors, mieux vaut tenir que courir, mieux vaut prévenir que guérir. Et il fallait prévenir parce que je ne suis pas certain, moi, qu'indépendamment de tout retour de la crise sanitaire, le monde retrouve sa dynamique de croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis même plutôt enclin à penser l'inverse, parce que l'un des moteurs de la croissance, c'est la consommation dans les pays riches et puis c'est l'investissement. L'investissement va baisser. Il va baisser à la fois dans le secteur public du fait de la contrainte de dette, il va baisser dans le secteur privé du fait aussi de l'endettement des entreprises et puis des perspectives, du risque de manque de confiance. Et quand on investit, c'est parce qu'on a confiance dans le long terme. Donc voilà, les prêts garantis, et là tu as raison, on a découvert à cette occasion que le monde redevenait nationaliste. C'est-à-dire que qui est venu au secours de FIV, c'est banques françaises. Et pas les banques américaines et anglo-saxonnes, et je ne les critique pas, qui étaient dans le tour de table de nos lignes de RCF, qui nous financent aux États-Unis, mais qui vont d'ailleurs, et d'ailleurs une de ces banques va mettre en place l'équivalent d'un prêt garanti aux États-Unis pour nos filiales américaines, mais elles ne sont pas venues. Alors, je ne citerai pas leur nom, je voudrais pas. Elles ne sont pas venues dans ce tour de table, ce qui au départ a posé un problème aux banques françaises.
Voilà. Et en fait, avec l'argument de dire, mais on ne peut pas aider à la fois nos clients américains ou nos clients anglais et les clients français. Donc, on doit faire des choix et compte tenu de la masse des besoins de nos clients, eh ben, on va se concentrer sur les États-Unis pour 2 d'entre elles, sur l'Angleterre pour 2 d'entre elles, et puis la 3e sur l'Allemagne, la 5e sur l'Allemagne. Et donc, nous avons monté ce PGE et les banques françaises. Et j'ai vu, et ça m'a fait plaisir, que Daher était arrivé à convaincre JP Morgan de rentrer dans son PGE. Là, ils ont fait, c'est une annonce de ce week-end, mais je crois que c'est le premier PGE auquel participe JP Morgan en France. Encore une fois, pas de reproche, hein, chacun a sa stratégie et je comprends que le premier souci de JP Morgan, c'est de financer ses clients américains. Donc, un monde surendetté et qui pose problème. Parce que quand on est endetté, on consomme moins. Quand les revenus des ménages baissent, ils consommeront moins. Alors, on parle tous de ce taux d'épargne qui a explosé aux États-Unis, en Europe et en France, hein, puisque pendant la période de confinement, du fait d'économies forcées, les ménages ont épargné pour près de 100 milliards, entre 75 et 100 milliards d'euros. Vont-ils réinjecter ces fonds ou une partie de cette épargne à la consommation? Je ne sais pas. Et il va falloir de toute façon, si on veut qu'une partie de cette épargne aille vers la consommation et l'autre vers l'investissement dans les fonds propres des entreprises, il va falloir mettre en place des dispositifs appropriés. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'augmentation très forte du taux de chômage, c'est l'autre constat du monde dans lequel on va être, un taux de chômage qui va exploser partout, 40 millions de chômeurs de plus en 3 semaines aux États-Unis. Et là, le chômage est un peu en train de reculer, mais il restera très élevé. On estime qu'à novembre, au moment où les Américains décideront de leur futur président, il sera encore de 11%. On pense qu'en France, il sera à 11,5%. Si c'est le cas, en fin d'année, si c'est le cas, ben, ce sera le taux de chômage le plus élevé que la France n'ait jamais connu, malgré toutes les mesures mises en œuvre. Malgré toutes les mesures, mais du fait de la profondeur de la récession. Donc, quand le taux de chômage augmente, en général, les gens ne sont pas incités à recruter. Quelques chiffres là sur le chômage. La chute est vertigineuse. Plus de 300 millions d'emplois vont disparaître au printemps dans le monde. Donc, au printemps, c'est d'ici fin juin, estimé l'Organisation internationale du travail, l'OIT, 300 millions. Un peu partout dans les pays avancés, le spectre des années 30 ressurgit. D'après McKinsey, 50 millions de femmes et d'hommes sont d'ores et déjà dans les pays développés dans ce qu'on appelle le halo du chômage. Et à en croire les prévisions du cabinet Oxford Economics, ce sera une centaine de millions de chômeurs dans les pays développés que l'on comptera à la fin de l'année. Bon, c'est considérable. Et je ne parle pas de ceux qui ont perdu un emploi non officiel, qui sont très très nombreux, que ce soit en Inde et que ce soit dans d'autres pays. Alors, avec ça, climat économique, une situation économique. Je ne veux pas faire d'excès de zèle, je constate, hein, ce sont des chiffres, hein, et malheureusement, et j'ai l'impression d'ailleurs que les opinions publiques un peu partout dans le monde, et notamment dans les pays développés, parce qu'elles ont été très aidées, n'ont pas conscience de la gravité et de la profondeur de la crise. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un chemin, j'ai parlé des chemins pour retrouver des relais de croissance. Et le fait que les États soient en soutien, le fait qu'ils mettent en place des plans de relance, c'est une manière d'amoindrir le choc. Mais le choc est violent. Et les gens n'en ont pas complètement conscience. D'où ma crainte. C'est qu'à ce choc économique s'ajoute un choc social. Alors, on en parle beaucoup pour la France, mais pas qu'en France. Quand on voit les manifestations et les divisions aux États-Unis, qu'a suscité notamment, mais ces manifestations qui ont été d'une violence inouïe, qui certes sont justifiées par un acte criminel, hein, mais qui expriment autre chose que simplement la lutte contre le racisme ou l'histoire américaine. Il y a autre chose, c'est l'expression aussi d'un mal-être, hein, de populations qui se sentent abandonnées. Et d'ailleurs, dans ces manifestations, beaucoup ont remarqué qu'il y avait beaucoup, bien sûr, de personnes issues afro-américains ou issues de l'immigration sud-américaine et latino-américaine, mais il y avait aussi beaucoup de blancs. En fait, le choc social risque d'être très sévère. Et bien évidemment, il le sera aussi dans les pays émergents.
parce que leur système de santé est moins solide. Et quand on voit aujourd'hui que 75%, maintenant, 75% des nouveaux cas de Covid sont recensés dans 10 pays, dont 9 sont émergents. Et il y en a un qui est une exception, qui est les États-Unis. C'est inquiétant. L'Inde, le Brésil, le Pakistan, le Pérou, l'Afrique du Sud, l'Iran. On assiste à une explosion. On parle même d'un Iran deuxième vague. Je ne crois pas. C'est simplement la première vague mal maîtrisée. Et il faut faire attention parce que on se croit, nous, en Europe, à l'abri, mais je suis comme les médecins. Je me dis que si on oublie les gestes barrières, le port du masque, etc., et d'ailleurs, la France a décidé de réinstituer le port du masque obligatoire dans les lieux clos publics, et elle a raison, eh bien, le virus reviendra. Alors, il est hors de question, bien sûr, derrière, de confiner. C'est ce qu'on dit. Mais quand on voit que la Californie se reconfine, on voit bien que malgré tout, même s'il est hors de question de reconfiner, si on ne met pas en œuvre en amont les mesures qu'il faut, ben derrière, on y sera peut-être contraint pour éviter la saturation des hôpitaux. Donc, et bien évidemment, aucun industriel, et moi le premier, ne faisant cette hypothèse. D'ailleurs, une remarque. Je n'ai pas fait de budget cette fois au conseil de fin juin. Je n'ai pas présenté un budget, j'ai présenté des scénarios. C'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans. Et bien sûr, le scénario de base pour moi, pour FIV, c'est un scénario où je ne reprévois pas une seconde vague, parce que personne ne le fait. Le scénario de base, c'est un scénario où la reprise se fait progressivement, lentement au troisième trimestre et retrouve progressivement une dynamique au quatrième trimestre qui est celle du pré-Covid. Soit dit en passant, la reprise est d'ailleurs peut-être plus forte là en juin-juillet que ce qu'on estimait. Mais est-ce qu'elle va se maintenir? Je n'en sais rien. Mais il y a un scénario où effectivement la crise sanitaire revient, on se reconfine, moins de temps. Et ben là, c'est catastrophique. Et là, j'aurais besoin de mon PGE avant 2021 et la baisse de nos CAPEX. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on soit tous responsables, nous chefs d'entreprise, nous citoyens, et qu'on continue à adopter les gestes barrières pour éviter que ne revienne cette vague, cette crise sanitaire et cette épidémie, parce que si elle revient, alors je ne sais pas comment nos pays en sortiront. Mais il y a aussi une conséquence sur l'éducation, sur l'enseignement. Et une des préoccupations des organisations internationales et notamment de l'UNESCO, c'est de se dire, mais est-ce que cette crise n'est pas en train d'accélérer, et elle va à l'encontre de toutes les démarches depuis des années, d'accélérer la sortie des jeunes filles du système éducatif dans les pays en voie de développement. Et c'est probable. Une remarque d'ailleurs, alors je ne sais pas si on peut, il y a des statistiques, mais j'ai lu beaucoup d'articles sur le fait que les entreprises dirigées par des femmes, les petites entreprises, les TPE, ont eu plus de difficultés à passer la crise que celles dirigées par des hommes. Ce n'est pas parce que les femmes sont moins compétentes, elles le sont même parfois davantage que les hommes. C'est simplement que quand elles sont revenues à la maison, c'est elles qui ont tout assumé. La tâche d'éducation des enfants, je m'excuse, on est une génération, la DOM, qui n'avons pas toujours été responsables de ce point de vue. Et ce qui est clair, c'est que parce qu'elles ont consacré plus de temps aux travaux ménagers, à l'éducation des enfants, eh ben, elles ont moins consacré de temps à leur entreprise dans cette situation compliquée. Donc, cette crise économique, elle a des conséquences sociales sur la montée des tensions. Et puis, mais pour l'instant, on l'a évité, mais ce n'est pas un risque totalement éloigné. Dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on peut craindre le retour des famines. Jusqu'alors, ça a été évité. Vous avez lu beaucoup d'articles à ce sujet. Faute à la fois de financement, et de ressources. Mais bon, et une sortie massive de capitaux, encore une fois, de pays qui sont exposés, beaucoup plus exposés qu'ils ne l'étaient, et qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, bon, si je conclus là-dessus, et puis après, j'essaierai peut-être de répondre à la question de la stratégie. Pour moi, cette pandémie, j'ai écrit ça, donc je vous le lis, marque une rupture historique dans le grand rapprochement de niveau de vie entre les pays riches et les pays pauvres, qui était à l'œuvre depuis 30 ans grâce à la libéralisation des échanges. Les progrès considérables enregistrés par les pays émergents dans le domaine de la santé, de la pauvreté, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, ce qu'on appelait les objectifs du millénaire chers à l'ONU, risquent d'être, sinon totalement annulés, mais au moins en partie compromis.
Et c'est important parce que quand on pense développement à l'étranger, comment intégrer cette dimension-là dans la stratégie d'implantation et de développement à l'étranger. Alors, dans ce contexte, quelle stratégie mettre en œuvre, et notamment à l'international? Alors, je vous dirais celle que nous mettons en œuvre, nous, FIV, mais je ne dis pas que je détiens la vérité. FIV fournit des biens d'équipement dans des industries de première transformation, aluminium, ciment, acier, et puis va jusqu'à des solutions d'automatisation complète de lignes de production dans les nouveaux métiers de demain, l'e-commerce, le retail, tout ce qui est lié au digital, à la digitalisation des lignes de production. Vous voyez, on a une partie historique, hein, mais sur lesquels on a beaucoup investi avec des équipements très performants en termes de consommation énergétique et autres, mais bon, qui souffrent parce que ce sont des secteurs primaires de première transformation et qui sont en crise. Ils sont pratiquement tous en crise dans le monde. La Chine y a aussi contribué en se dotant de surcapacité pré-Covid. Et puis, il y a les métiers de demain. Bon. Alors, quelle stratégie mettre en œuvre? Moi, je dirais que pour mettre en œuvre cette stratégie, il faut d'abord intégrer, me semble-t-il, j'ai marqué 4 pistes de réflexion pour alimenter une improbable feuille stratégique pour les années à venir. Improbable parce qu'on a beaucoup de mal et que ceux qui sont capables de me dire, sauf s'ils sont les GAFAM, ce qu'ils vont faire demain, honnêtement, et surtout quand on a une taille encore plus petite, c'est compliqué. Nous, on a beaucoup, enfin moi, j'ai beaucoup de mal à y voir clair. Mais j'ai une certitude. C'est que cette crise nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on renforce notre résilience. C'est un mot à la mode, c'est un mot qu'utilise beaucoup le président de la République française, mais qu'il utilisait avant la crise, mais qui est un mot qui colle bien à la peau de FIV. On a fait, j'avais été interrogé par des thésards qui faisaient une recherche à HEC avec Alain Bloch et qui s'interrogeaient sur les raisons qui avaient permis à certaines entreprises d'avoir 200 ans d'histoire. C'est le cas de FIV, hein, qui a plus de 200 ans d'histoire. Enfin, il s'intéressait aux entreprises de plus de 100 ans. Et il se disait, mais d'où vient cette résilience? Et finalement, il considérait que cette résilience, elle avait été essentiellement due au fait que ces entreprises s'étaient peu exposées dans les 30 ou 40 dernières années au marché financier et que deuxièmement, ces entreprises étaient restées frugales. Alors, si je dis comment on renforce notre résilience, les marchés financiers, on en a besoin. Mais si je dis comment renforcer la résilience, quelles mesures prendre? Je dirais que, et sachant qu'on est dans un monde où les crises vont se succéder, il ne faut pas se faire d'illusions, je dirais que j'en vois 3 au moins de mesures indispensables. Il faut continuer à investir dans la digitalisation des processus, administratifs et y compris industriels de nos sociétés. On a vu à quel point FIV est très digitalisé puisqu'on a été le copilote avec Dassault Systèmes du programme Industrie du futur qui a été mis sur orbite par Hollande avec Montebourg à l'époque. On était le 34e plan de la nouvelle France industrielle. Puis ensuite, Macron m'a demandé et a demandé à Charles, alors qu'il était secrétaire d'État à l'économie, à l'industrie, il nous a demandé de créer ce qui allait devenir l'Alliance pour l'industrie du futur. Et donc, nous sommes digitalisés, nos processus RH sont digitalisés, on est totalement intégrés à partir de l'outil SAP, nos bureaux d'études sont totalement digitalisés, etc. On a beaucoup digitalisé nos processus internes et nos processus de production. Mais il faut continuer. Et je dirais à toutes les entreprises, et y compris aux PME, et d'autant plus que le gouvernement français met des moyens sur la table avec le PIA, le plan d'investissement de l'avenir, avec justement l'Alliance pour l'industrie du futur, pour accompagner les PME dans leur montée en gamme, il faut investir dans la digitalisation. Il faut aussi travailler à l'instauration d'un système de fournisseurs multiples par zone géographique pour un composant donné. On ne peut plus dépendre d'un ou deux fournisseurs dans des pays localisés. Et là, ça renvoie, et tant pis, ça se traduira sans doute par un surcoût, mais ce surcoût aura présentera beaucoup d'avantages. Et il évitera notamment que tout d'un coup, une chaîne d'approvisionnement soit rompue du fait d'une crise, pas nécessairement sanitaire, qui peut être climatique. Rappelez-vous à un moment quand l'automobile japonaise, les constructeurs japonais ont été bloqués du fait des inondations massives en Asie du Sud-Est, en Thaïlande en particulier, avec des composants qui n'arrivaient plus. Donc, rappelez-vous aussi de l'accident de Fukushima, qui à un moment affecté la production de microprocesseurs en Europe ou ailleurs.
ailleurs, puisque les produits de base et les composants de base ne pouvaient pas nous arriver. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas facile. Parfois, il n'y en existe pas de multifournisseurs par zone. Eh bien alors, il faut réfléchir à d'autres solutions. Mais on ne peut plus dépendre. Et ça c'est une stratégie qu'on avait déjà lancée, mais qu'on accélère, mais vous ne pouvez pas savoir. Pendant le Covid, on passait une fois par semaine, on faisait le point sur des fournisseurs de composants pour les identifier par grande région. De manière donc à répondre à la régionalisation et la mondialisation, mais aussi à être moins affecté par la survenance de crise. Et puis, dans nos usines, travailler sur la mise en place d'équipes alternant sur les postes de travail. La polyvalence. On est passé dans beaucoup de nos sites qui ont continué de tourner, je pense notamment en Italie du Nord et 2 sites dans l'Est de la France pourtant affectés par le Covid, on est allé jusqu'au 3-8 pour pouvoir permettre à des équipes d'être présentes dans le site industriel, y compris la nuit, de façon à réduire la densité à un instant donné. Et bien ça, il va falloir et les salariés, je le dirais de façon, faut le dire, les salariés ont complètement joué le jeu. Enfin, dans nos entreprises, alors je sais qu'il y a eu quelques difficultés dans les très grands groupes où les syndicats sont souvent politisés, mais ce n'était pas le cas dans l'essentiel du terreau français, des entreprises ETI et même petites grandes entreprises. Donc, nous, nos salariés, on a tout négocié avec eux en permanence, avec nos partenaires sociaux, et ça s'est remarquablement bien placé, et ils ont joué le jeu. Et voilà. Et il va falloir qu'avec eux, on réfléchisse, et notamment via la formation, l'apprentissage dont parle beaucoup le gouvernement et qui était effectivement, et la réforme de l'apprentissage est allée dans le bon sens. Il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on travaille à accroître la polyvalence de nos salariés dans les usines et qu'en même temps, on automatise et on digitalise davantage les outils pour réduire la pénibilité et aussi la dépendance. Mais ça veut dire aussi un impact sur l'emploi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il va falloir, et là j'en viens au marché coté, il va falloir trouver un meilleur équilibre entre performance court terme et mesures de résilience. On ne peut pas continuer dans le monde à être dans le monde, notamment le monde des entreprises qui font appel au marché financier, on ne peut pas continuer à n'être soumis qu'à la contrainte des coûts et de la productivité, et que toutes les décisions opérationnelles soient prises à l'aune de ces seuls critères financiers. Ce n'est plus possible et on le voit. Alors, il y a des démarches en ce sens qui ont été engagées, que ce soit la raison d'être en France, que ce soit aux États-Unis et la réunion d'un certain nombre de dirigeants américains, dont Jimmy Dimon, pour dire mais on ne peut plus que privilégier le court terme. Et il faudrait que tout ça, que ce soit d'ailleurs dans les politiques d'investissement affichées par certains grands gestionnaires d'actifs, je pense à BlackRock ou autres, mais il faut que ça dépasse les mots. Je suis convaincu que si les ETI familiales et les PME familiales résistent, c'est parce que justement, elles sont moins dépendantes du court terme. C'est ce qui les sauve. Le court terme qui amène parfois à négliger le moyen ou long terme. Or, l'investissement, il suppose une vision à long terme. Alors, je dirais, est-ce un rêve? Est-ce une utopie? J'espère que cette crise, elle permettra au moins d'ouvrir les yeux, non seulement de nos dirigeants politiques, mais aussi, surtout, de ceux qui investissent dans les entreprises pour les aider à penser long terme. Et je dirais que il ne faut pas opposer le monde financier au monde opérationnel de l'industrie, parce qu'on voit que dans certains secteurs, je pense aux GAFAM, ils ont perdu, leurs investisseurs, leurs actionnaires ont accepté que ces entreprises perdent de l'argent pendant des années. Donc, ce n'est pas impossible, c'est peut-être à nous aussi, dirigeants d'entreprise, de mieux expliquer pour quelles raisons, à un moment donné, la performance, elle peut baisser si on construit le long terme. Mais en tout état de cause, ne juger la performance d'une entreprise qu'à l'aune de ses critères financiers et de critères trimestriels n'est pas satisfaisante. Pourquoi repenser la chaîne de valeur stratégique? Donc je disais, il y a quelques pistes de réflexion. Comment on renforce la résilience? C'est fondamental pour faire face à. Et j'ai ouvert quelques angles de réflexion. Pourquoi faut-il repenser la chaîne de valeur stratégique et pourquoi il est essentiel que les États et les États riches y pensent? Et donc, ça renvoie aussi ensuite à comment l'entreprise va s'adapter à cette nouvelle donne. Pour des raisons de souveraineté, mais aussi pour des raisons environnementales. Donc, quand on voit les États dire « nous allons relocaliser un certain nombre d'industries »,
et qu'on voit le principe de souveraineté reprendre, enfin retrouver ses lettres de noblesse un peu partout dans le monde, eh bien, ça répond à la fois, c'est une réponse à la fois à ce type de crise, comment en réduire l'impact dans nos pays, mais c'est aussi une manière d'embarquer le changement et la transition climatique. Et donc, je reviens toujours à mais même leitmotiv, et puis ma conclusion, c'est la stratégie à développer, c'est il faut gérer le risque fournisseur de manière géographique. Il faut régionaliser les chaînes de valeur. Ce qui d'ailleurs permettra aussi de répondre à l'attente des pays émergents. Et ce qui permettra sans doute aussi, probablement en régionalisant les chaînes de valeur, à mieux adapter les produits aux besoins des clients de ces marchés, parce qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Ou dit autrement, et je me cite, c'est privilégier les chaînes de valeur courtes en rapprochant les systèmes de production des marchés de consommation, en ayant et en développant donc un système de fournisseurs multiples et des écosystèmes et de partenariats avec les clients et les fournisseurs. Je crois beaucoup à ça. Quand on dit régionalisation, on ne va pas pouvoir faire tout ça tout seul. Et donc, il va falloir de plus en plus réfléchir au partenariat. Mais quand on dit être frugal, ça veut dire aussi partenariat. Partenariat pour développer de nouvelles technologies. Moi, je me félicite par exemple de l'opération de la JV qu'on a créée avec Michelin pour développer des solutions d'impression 3D métal. FIV tout seul n'aurait jamais pu financer un tel développement. Nous avons investi 100 millions d'euros en 2 ans, 2 ans et demi, et nous allons continuer d'investir. Mais sans Michelin, nous n'y serions jamais parvenus. Et tout ça pour se doter je crois, d'une machine qui fait partie des meilleures au monde. Et puis jouer collectif. C'est une vraie difficulté dans notre pays français, c'est moins le cas ailleurs, mais jouer collectif à tous les niveaux. Alors, on a joué collectif dans les entreprises, hein, je répète, hein, l'expérience de cette période difficile, ça a été que le corps social a fait corps avec le corps opérationnel et les équipes de management et qu'ensemble, on a fait face. On a fait face en faisant du chômage partiel là où c'était nécessaire et avec l'accord des organisations syndicales. On a pris nos congés pour réduire l'impact financier de la crise et les partenaires sociaux l'ont accepté. Nous, on a accepté en grande partie de débloquer la participation alors qu'on pouvait et l'intéressement qu'on aurait pu débloquer en décembre. On a accepté de débloquer dès mai parce que c'était aussi dans le cadre de… On a versé des primes pour ceux exceptionnels dans le cadre du dispositif Macron, pour ceux qui sont venus travailler dans une période compliquée, qui sont venus sur site dans des situations difficiles. Bon, voilà. Donc, alors on l'a pas fait pour tout le monde, hein, on l'a fait pour les cols bleus exposés, particulièrement exposés. Mais je dirais, voilà, il faut qu'on joue collectif, il faut que les dirigeants soient exemplaires, il faut qu'ensemble on surmonte cette crise. Et ce qui me désole parfois dans notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à faire… Alors, on arrive dans des périodes de crise à faire front, on l'a démontré, et puis dès que ça va mieux, ressurgissent des oppositions, parfois non constructives et qui sont dommageables parce que dans une situation comme celle-là, c'est pas parce qu'on sort du confinement qu'on est sorti de la crise et que la crise n'est pas là. Et c'est en jouant collectif ensemble qu'on y arrivera. Voilà. En conclusion, quelle stratégie adopter à l'international ? Il faut s'implanter plutôt qu'exporter. Il faut s'implanter en ayant une approche régionale. Il faut y implanter des chaînes de valeur. Tout ça pour répondre à un besoin ou à une demande de souveraineté de la part des États dans lesquels nous investirons. Il faut, probablement, si on n'a pas la capacité de tout faire, privilégier dans les 2 ans qui viennent plutôt un développement dans les pays voisins, proches de ces bases. Quand on est une PME, on ne peut pas tout faire, et plutôt les pays développés, à 2 exceptions près. Je pense que l'Afrique, qui a démontré qu'elle était capable de sortir ou de traverser cette crise sanitaire plutôt dans de bonnes conditions, je pense que l'Afrique est pour les entreprises françaises, en particulier du fait qu'une partie de l'Afrique parle français, mais pas que. Je pense que l'Afrique, et j'y intègre bien sûr l'Afrique du Nord, et jusqu'à l'Afrique du Sud, et l'Est et l'Ouest, hein, y compris celle de l'influence anglo-saxonne, je pense que l'Afrique doit être considérée comme un axe de développement stratégique. Alors après, je sais que Jean-Christophe va me dire, bah alors tu y greffes là l'Inde et puis le Moyen-Orient, parce que tout ça c'est un même monde, bon pas complètement quand même, mais pour moi, mais pourquoi pas attaquer l'Afrique aussi par le hub du Moyen-Orient ou le hub indien pour l'Afrique de l'Est, mais
l'Afrique, là, nous avons décidé d'investir en Afrique. On est en train d'ouvrir un bureau au Sénégal, enfin, on va en ouvrir un en Côte d'Ivoire, on en a déjà ouvert en Afrique du Sud. On se dit qu'il y a sans doute des choses à y faire, y compris pour des pays, des produits sophistiqués, hein, pas que pour nos métiers de première transformation. Et peut-être l'ASEAN. Parce que l'ASEAN, c'est un vaste marché avec des pays qui ont cru de façon différente, qui ne sont pas au même stade d'avancement de leur croissance, donc qui répondent bien à chacun des secteurs d'activité d'un pays comme la France. Vous avez des pays où la classe moyenne est telle qu'elle peut consommer des produits de luxe. Vous en avez d'autres où ils sont dans un stade d'avancement, je pense à la Birmanie ou au Cambodge, plus faible. Mais je pense qu'en ASEAN, compte tenu du marché, hein, il y a 200 millions d'Indonésiens, vous avez presque 100 millions de Vietnamiens, 60 millions de Birmans, enfin, aux Philippines, il y a du potentiel. Alors après, il faut le faire prudemment parce qu'effectivement, l'ASEAN est aujourd'hui dans la zone d'influence chinoise. Alors, faut-il aborder l'ASEAN à partir de la Chine ou faut-il l'aborder en tant que tel? Moi, je crois qu'il faut aborder l'ASEAN en tant que tel. Et c'est le pari qu'on fait. En revanche, je vais vous dire, nous allons fortement réduire nos investissements en Amérique latine. Et en Amérique latine, je dis latine, hein, alors pas le Mexique, hors Mexique, mais y compris Amérique centrale. Mexique, parce que pour moi, le Mexique est accroché, malgré les difficultés que le Mexique traverse aux États-Unis et au Canada, dans l'accord l'ENA, nouvelle version. Mais l'Amérique latine m'inquiète. Elle m'inquiète parce que, et d'ailleurs j'ai oublié de dire crise sociale et puis peut-être crise politique, hein. Le populisme, les démocratures, enfin tout ce qu'on voit monter et que la crise du Covid a peut-être accéléré dans certains pays, hein. Donc voilà ce que je voulais dire, mais bon, ça c'est plutôt FIV, la stratégie dont je parle, c'est implanter plutôt qu'exporter, se régionaliser, développer des chaînes de valeur régionales. Là, nous sommes très en retard. La régionalisation, c'est un mouvement que nous avons engagé pour mieux répondre à cette demande et à ce besoin de souveraineté exprimé par les différents États et pour mieux répondre à la nouvelle donne du commerce international et des relations internationales qui vont de plus en plus se développer entre grandes zones et plus de pays à pays. L'OMC, Emmanuel Macron a parlé de l'OTAN en état de mort cérébrale. L'OMC est un état de mort cérébrale depuis 2007, hein, depuis juillet 2007. À l'époque, je présidais la délégation européenne là, dans le B20, puisqu'il se trouve que la France présidait lors des négociations à l'OMC et que j'étais à l'époque président de la Commission internationale du MEDEF, donc je présidais la délégation européenne. Et je peux vous dire que j'ai compris ce jour-là que l'OMC était morte. Que l'OMC était morte et qu'elle ne s'en remettrait jamais. Et elle ne s'en est jamais remise. Mais en revanche, des accords globaux par grandes régions, ça j'y crois, mais avec à l'intérieur des régions un développement, la libre circulation des biens et des services, et puis ces grandes régions qui vont se protéger, qui vont faire du protectionnisme. Je lisais d'ailleurs aussi un truc incroyable, c'est le nombre de mesures dans le domaine de l'investissement direct et de la reprise d'entreprises. Le nombre de décisions entre 2019 et les 6 premiers mois de 2020 qui ont bloqué des acquisitions de sociétés, mais pas que chinoises d'ailleurs, hein, qui venaient acquérir un actif dit stratégique avec d'abord une extension de la définition d'ailleurs de ce qui est stratégique et de ce qui ne l'est pas, était considérable. Elle était considérable et on voit donc en retour du protectionnisme qui milite pour des investissements régionaux et une intégration régionale. Voilà ce que j'avais à vous dire et je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions, à toutes les questions. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir. C'était particulièrement intéressant. À l'écoute, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a déjà dépassé l'horaire prévu, mais je te propose quelques questions et tu essaies de répondre en 1 minute. D'accord. Et c'est toi qui es le gardien du temple. 1 minute par question. D'abord, première chose, tu n'as pas évoqué tes prévisions concernant le tourisme. Or, en France, mais aussi dans le monde, l'hôtellerie, la restauration a beaucoup souffert. Quel avenir pour le tourisme?
Je pense que il est dans. Pour moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que il va y avoir. Je suis inquiet parce que je ne crois pas au retour du tourisme étranger. Or, c'est le tourisme étranger qui est le principal moteur du développement du tourisme en France. Alors, on voit qu'à l'île de Ré, aujourd'hui, il y a plus 10% de visiteurs français, j'entendais ça à la radio ce matin, et moins 20% d'anglais, de britanniques. Mais globalement, il y a un taux de remplissage qui est inférieur à ce qu'il était l'année dernière. Bon, ils espèrent faire une bonne saison en août grâce aux Français, mais notre tourisme, hein, et notamment, et puis aussi les voyages d'affaires. Donc, il sera affecté. Or, c'est effectivement un des principaux secteurs économiques. Là, je suis inquiet et les mesures gouvernementales prises cherchent à minimiser l'impact. Mais si tu veux, moi qui suis originaire de la région Occitanie, je suis doublement inquiet pour l'Occitanie. L'Occitanie, ses deux grandes principales sources de revenus, c'est l'aéronautique et le tourisme. Les deux vont être affectés, les deux. Et donc, voilà. Et il faut là jouer solidaire. Il faut que les régions qui, elles, subissent moins la crise, qu'il y ait un système de redistribution. Enfin, collectif, voilà. Deuxième question. Tu as évoqué, il vaut mieux plutôt s'implanter que exporter quand on est une PME. Est-ce que c'est quand même facile pour une petite entreprise? Pour un grand groupe, oui, mais une petite entreprise, comment fait-elle? Alors, moi je dirais, petite entreprise, tu as raison. Au-delà de 50 millions, nous, FIV, hein, l'histoire de FIV, elle est quand même, elle illustre ça. Mais bon, on avait quelques ressources, on avait des actifs immobiliers qui nous permis de financer le développement. Mais quand FIV sort de la côte, au début des années 2000, on est à 200, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait 2 milliards cette année. Enfin, on va faire un peu moins maintenant, on va faire peut-être 1,8 milliard, 1,9 milliard. Donc, on a multiplié par 10 en s'implantant. Alors, quand je suis une PME à 50 millions d'euros, et il y en a qui le démontrent en Redex ou autre, je m'implante pas partout. Il faut que je fasse mes choix en fonction des produits. Donc, avec une analyse stratégique, un business plan. Mais si tu décides, et c'est pour ça que je préconise plutôt d'essayer de s'implanter quand une PME française à proximité, aller Italie, Allemagne, Espagne, Europe du Nord, bon, parce que c'est moins coûteux. Et deuxièmement, tu as beaucoup d'aides. Simplement, il faut que les dispositifs, tu as des aides, mais il faut que le guichet unique que vous avez mis en place avec le Team Export et France et qui marche, je crois, que ce guichet unique arrive à diffuser et s'aimer dans les régions. Mais il y a des aides. Bon, après c'est sûr que c'est peut-être pas le bon moment d'attaquer aujourd'hui le développement à l'international quand on n'y est pas allé, compte tenu des circonstances. Et compte tenu des difficultés qu'on aura à se déplacer. Mais c'est juste l'étape d'après. Si à l'automne, on se rend compte que ça déconfine, que la crise sanitaire ne revient pas, qu'on peut se déplacer, alors je pense qu'une des manières de sortir par le haut, compte tenu aussi des mesures gouvernementales, des plans de soutien, des PGE, donc des moyens qui ont été mis à disposition, c'est d'aller chercher la croissance là où elle est. Si on est par exemple une boîte dans les secteurs de la santé, de la gestion de la dépendance et autres, je m'implante en Allemagne. Non, mais tu as raison. Puis on peut toujours s'appuyer sur les CCIFI partout dans le monde. Et en plus, et MEDEF International. Mais nous, en plus, mais MEDEF International, je ne fais pas là sa pub parce que en Europe, on est moins présent sur l'Europe de l'Est. Hein. Là, on laisse ce terrain et ce champ à la Team Export France et surtout au CCI. Mais nous, dès que on s'intéresse à des pays comme l'Afrique, là, mais venez aussi avec CCI et MEDEF International, venez nous voir. On est réellement et on vous mettra au contact de grandes entreprises qui vont vous aider parce que c'est aussi ça, c'est le jouer collectif. On joue collectif. On a des forces et des faiblesses. Et la force d'un MEDEF international, et il l'a vu Jean-Christophe, c'est que les grands groupes c'est pas peuvent, c'est ils attirent les PME quand les PME les accompagnent dans leur voyage. Et ensuite, on leur met le pied à l'étrier et on les aide, quitte à partager nos bureaux, on les aide financièrement, indirectement. Non, mais tu as raison. Une question qui est posée par l'ambassadeur de France et qui est assez intéressante sur le monde des affaires. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des relations à distance à cause du virus. Donc, disparaît progressivement dans les partenariats que tu as mis en avant et leur nécessité, ce contact physique, Oui. qui pourtant est souvent la base de la confiance entre entrepreneurs. Et quand on passe un accord avec une entreprise, c'est d'abord, et tu le sais, un contact homme à homme. Alors,
comment est-ce qu'on peut arriver à maintenir cette confiance avec ce problème de la… C'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet et je te dirais qu'il ne faut pas que cette impossibilité de voyager dure indéfiniment. Il faut que d'ici la fin de l'année, aujourd'hui tout le monde comprend, parce que je crois que beaucoup d'entre nous sommes responsables, tout le monde comprend que l'intérêt, que tu ne peux pas, qu'on ne peut pas voyager. Et on a vu des clients accepter de réceptionner des équipements dans nos usines pendant la crise grâce à des systèmes de, de visio à distance. Avec, tu vois, tu mettais des lunettes connectées et l'opérateur voyait ce qui se passait, ou tu filmais, puis l'opérateur voyait. Et on a même pris dans l'intralogistique des commandes significatives. Hein. Deux centres de tri de colis pour DHL et puis un centre de tri pour la Poste canadienne. On les a pris à distance parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent nos technologies, les ont déjà éprouvées. Donc c'est possible, mais ça ne peut pas durer. Et c'est vrai que les bonnes affaires, elles se font le soir aussi, en allant faire un bon dîner et en dépassant la relation purement. Moi, j'ai une énorme frustration, et il le sait, Jean-Christophe, c'est que j'ai des relations presque d'amitié aujourd'hui avec certains dirigeants politiques bahreïnis, et que j'aurais tellement aimé aller au Bahreïn pour plein de raisons, et je n'ai pas pu y aller, ou à Abu Dhabi. Voilà, et ça me frustre. Donc tu as raison, ça ne peut pas durer indéfiniment, parce que sinon tout ça se distendra et ça accélérera le risque de localisation, mais au détriment d'entreprises non localisées versus celles qui sont présentes, mais quitte à ce que leurs solutions soient moins intéressantes. Hein, et si nous n'arrivons pas à renouer le contact rapidement avec, par exemple, nos clients chinois, qui eux aussi sont beaucoup dans le contact, le visuel, le physique, bon, eh bien, ils finiront par aller rechercher des solutions de moindre qualité, moins performantes, avec auprès de leurs propres fournisseurs chinois, sachant que par ailleurs, ils doivent y être incités par leurs autorités. Donc, tu as raison, il faut vite déconfiner, mais déconfiner les frontières. Allez, une dernière question, parce que ça fait 1h15 bientôt 1h15 qu'on est ensemble, donc on a un petit peu dépassé. Je prie les auditeurs, mais qui restent très nombreux, et c'est très sympathique, de nous excuser pour ce décalage. Nous avons un ministre du Commerce extérieur depuis peu. Si tu avais été nommé ministre du Commerce extérieur, qu'est-ce que tu aurais pris comme mesure immédiate? Par exemple, en termes de relocalisation, mais pas que ça. D'abord, je commence par dire que je trouve que les mesures qui ont été prises pendant la crise allaient dans le bon sens. Grâce d'ailleurs aux propositions faites par l'ensemble du dispositif, CCI, MEDEF International, Business France et autres. Hein. Après, ce que je voudrais, c'est être certain que leur effectivité fonctionne. Je donne un exemple et qui va parler à certains d'entre vous. Les assureurs crédit court terme, ils se sont désengagés. Ils se sont désengagés et ils ne couvrent plus des contreparties françaises, entre Français, mais a fortiori espagnoles, italiennes, de par la peur. Bon, je ne leur reproche pas, ce sont des entreprises de droit privé, il faut qu'ils gagnent leur vie. Simplement, ça a un effet désastreux sur le développement des activités ou sur le maintien même de relations existantes. On a mis en place l'équivalent de ce qui avait été fait en 2008, Cap Export Plus. J'ai le sentiment que ça ne fonctionne pas bien. Donc, je regarderai dans le détail l'effectivité des mesures qui ont été prises et qui, je répète, allaient dans le bon sens. Donc, c'est d'abord ça, et puis tout faire pour défendre l'attractivité de notre pays. Parce que qui dit attractivité du pays, dit en retour. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est toujours dans des relations. Les relations, elles ne peuvent pas être asymétriques, sauf peut-être quand on est américain et qu'on peut taper sur les doigts des gens. Mais en dehors des États-Unis et peut-être de la Chine, dans tout le reste des relations du monde entier, il y a une réciprocité. Et donc, l'attractivité de la France, elle participe de cette réciprocité et donc elle aidera nos entreprises. Donc, être en tant que ministre du Commerce extérieur, défenseur de l'écosystème qui soutient le développement international de nos boîtes, et il le soutiendra d'autant mieux qu'il favorisera l'attractivité du pays. Et donc, tu vois, que ne leur vienne pas à l'idée tout d'un coup, mais le président a été très clair, de surtaxer les gros, les trucs, les ceci, les gagnants, enfin voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va terminer. Merci Frédéric. Je voudrais remercier Jean-Christophe parce qu'il nous a permis d'avoir cet entretien avec toi aussi simplement et aussi directement.
Et je pense que c'était particulièrement intéressant, si j'en juge en tout cas par le nombre de personnes qui sont restées accrochées malgré le dépassement d'horaire. C'est parfait. Merci à tous. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.